OK. Donc aujourd'hui, on est deux présentatrices. On va séparer la présentation. On va faire trois parties distinctes. Je vais commencer en présentant le statut de paysage humanisé et les territoires qui sont visés pour son application. Ensuite, je vais céder la parole à Sabine, qu'elle vous présente le projet de paysage, bien, pas le projet maintenant, c'est officiel, le paysage humanisé projeté de l'île Bizarre, qui est le premier territoire à avoir obtenu ce statut-là au Québec en septembre dernier. Et je vais revenir à la fin, vous décrire quelles sont les étapes nécessaires à franchir pour obtenir une reconnaissance de paysage humanisé. Surtout que la loi sur la conservation du patrimoine naturel a été révisée, donc c'est plus du tout la même démarche là, celle qui a été utilisée pour l'île Bizarre. Comme disait Véronique, on va se garder un bon 15 minutes là, pour les questions, là, pour être certain d'être capable de répondre à toutes vos interrogations. Je vais maintenant vous décrire la définition de paysage humanisé section par section pour vous expliquer en quoi ce statut-là consiste. D'entrée de jeu, la loi mentionne qu'un paysage humanisé, ça vise la protection de la biodiversité. Ça signifie qu'un paysage humanisé, ça va devoir se qualifier comme aire protégée et respecter les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Je ne sais pas qui est là exactement comme participant, là, mais pour ceux qui sont moins familiers avec les lignes directrices internationales relatives aux aires protégées, je vais vous donner rapidement quelques critères qui permettent de différencier des territoires qui peuvent se qualifier comme aires protégées par rapport à d'autres territoires qui ne sont pas. Une aire protégée, ça va devoir être un espace géographique qui est clairement défini, reconnu et consacré, va devoir être géré de manière efficace par des moyens juridiques ou autres, mais surtout une aire protégée. C'est un territoire dont l'objectif principal, c'est d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui sont associées. Par valeurs culturelles associées, on peut parler par exemple de pratiques de gestion traditionnelles qui seraient bénéfiques à la biodiversité. Et une petite précision, là, dans les lignes directrices internationales, on mentionne bien que les valeurs culturelles qui peuvent être maintenues dans une aire protégée sont celles qui contribuent à la conservation, qui n'interfèrent pas avec la conservation ou qui sont elles-mêmes menacées. En résumé, une aire protégée, c'est un engagement à long terme à protéger la biodiversité et ce qui a un lien avec la biodiversité. Donc, le paysage humanisé vise la protection de la biodiversité, mais d'un territoire habité, terrestre ou aquatique. Ici, on indique que le paysage humanisé, ça vise à protéger un territoire où vivent également des gens, des communautés. C'est une différence majeure par rapport aux aires protégées qui constituent actuellement le réseau québécois, puisqu'ils sont plutôt centrés sur la nature sauvage ou plus ou moins intacte. Parce que c'est un milieu de vie, le paysage humanisé va nécessairement comporter plusieurs objectifs complémentaires. Il ne va pas viser seulement la conservation de la nature. Par exemple, la protection des paysages, l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables ou même la protection du patrimoine bâti dans une certaine mesure. C'est un statut qui correspond à la catégorie 5 de l'UICN, soit la catégorie d'aire protégée qui est la plus flexible. Et ce territoire habité a des composants, un paysage et des composantes naturelles qui ont été façonnées au fil du temps par les activités humaines. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas un territoire sauvage qui va être fréquenté par des gens, mais c'est plutôt un territoire qui est modifié de son état d'origine, dans lequel on va retrouver évidemment des espèces sauvages, mais aussi des nouvelles espèces qui vont s'être installées avec l'arrivée, par exemple, de l'agriculture ou de d'autres activités humaines. On va donc avoir une composition d'espèces qui va être différente par rapport au milieu naturel d'origine. Par contre, la loi mentionne bien qu'il doit y avoir une harmonie avec la nature, donc les activités qui vont avoir lieu dans un paysage humanisé vont devoir être durables.
Ça veut dire aussi qu'une biodiversité riche va être maintenue sur le territoire, même si les gens vont avoir cultivé les champs depuis longtemps ou exploité la forêt. Finalement, oui. Est-ce que ces définitions-là, tu les avais sur ta présentation PowerPoint? Ou est-ce que tu avais ces définitions sur ta présentation visuelle ou tu ne fais que les lire? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Est-ce que tu dois défiler ta présentation PowerPoint? On est encore à la page d'introduction. Ah, OK, pour vrai? Oui. Parce que moi, ça défile. Vous voyez pas la progression? Non, je suis désolée. On a un petit problème technique. Ouais, c'est ça, hein? Un instant. Tu étais bien lancé, on t'écoutait, mais si tu avais les visuels aussi qui Ouais, allaient ben, avec, tu fais ça bien, serait... là. Je vais rafficher l'écran pour voir, là. Là, on est sur une autre page, effectivement. OK. On va voir si ça peut se déplacer. Désolé pour le problème technique. Il n'y a pas de problème. On est rendu à la présentation. Non, c'est ça. J'avais présenté donc la définition là, qui résumait qu'un paysage humanisé était une aire protégée. Donc, on avait te diriger, puis la PowerPoint sera disponible en PDF en fin de journée là, si vous voulez rattraper les définitions plus techniques. Donc, merci de me l'avoir dit. Moi, ça circulait très bien de mon côté. Donc, on était rendu ici. Donc, je pense que j'étais rendu ici quand tu m'avais informé qu'il y avait un petit problème d'affichage d'écran. Donc, finalement, ce territoire-là, ce paysage humanisé-là, va être modifié en harmonie avec la nature et va présenter un caractère distinct dont la conservation dépend de la poursuite des pratiques qui en sont à l'origine. Ici, on indique simplement que l'activité humaine va être attendue et que c'est le maintien des activités humaines qui va permettre de conserver ce qu'on observe comme paysage et comme nouvel assemblage de biodiversité. Ce qui est unique avec le statut de paysage humanisé, c'est qu'il permet de reconnaître que l'humain peut contribuer à la conservation de la nature à une biodiversité différente. L'objectif, la finalité d'un paysage humanisé, ça doit évidemment toujours être la conservation de la nature parce que c'est une aire protégée. Mais le moyen pour y arriver, c'est en valorisant le savoir-faire et les pratiques exemplaires des gens, ce qui leur permet de vivre en harmonie avec la nature et ce qui leur a permis de créer le lieu qui existe. Dans le cas de l'île Bizarre, l'élément particulier, la pratique exemplaire là, qui ressortait beaucoup, c'était vraiment le paysage de bocage qu'on voit en haut là, dans ma bande de photos. C'est la 3e photo. Donc, le paysage de bocage qui avait un rôle de connectivité écologique important là, dans un contexte environnement qui était très urbanisé. Pour introduire la description des territoires qui vont être visés pour créer des paysages humanisés, je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qu'on a actuellement comme réseau d'aires protégées. Donc, la première carte, c'est en 2002, quand le Québec a commencé à comptabiliser ses aires protégées. On avait 2,88% du territoire qui était protégé. En date de la dernière mise à jour du registre des aires protégées, on était rendu à 16,29% au niveau de la province. Entre les deux cartes, on note évidemment une importante progression des aires protégées là, en termes de pourcentage. Puis, somme toute, une bonne répartition des aires protégées partout sur le territoire du Québec. Par contre, j'ai mis un petit ovale là, pour le souligner. On a vraiment une faible progression des aires protégées dans le sud du Québec.
C'est la faible présence d'aires protégées, là, ça va vraiment s'expliquer par l'importance des activités humaines, la présence de terres privées, la valeur des terres élevée qui fait que c'est difficile d'acheter pour protéger, puis l'utilisation d'outils de conservation qui, en général, vont permettre d'agir au niveau du lot individuel. Pour toutes ces raisons-là, on a seulement 0,2% d'aires protégées sur terre privée et leur superficie moyenne, c'est 82 hectares. On voit vraiment que le réseau d'aires protégées du sud de la province là, doit être bonifié de manière importante parce que c'est à cet emplacement-là qu'on retrouve la biodiversité la plus riche et la plus menacée. Mais c'est surtout essentiel de protéger les milieux naturels dans ces zones-là, près des secteurs habités, parce que ça va contribuer à la santé des gens, ça va contribuer au maintien des services qui sont rendus par les milieux naturels, les services écosystémiques, ça va aider les communautés dans l'adaptation au changement climatique. Quand il y a eu création du paysage manisé de l'île Bizard, dans son annonce, le ministre a mentionné qu'en créant ce premier territoire, cette aire protégée de catégorie 5, son intention, c'était d'augmenter les efforts de protection dans le sud du Québec et de rendre disponible un outil qui était mieux adapté pour le contexte des terres privées et utilisées. Le paysage manisé, c'est donc un outil qui est bien intéressant pour aller couvrir des territoires qui sont plus difficiles à protéger avec des statuts d'aires protégées plus stricts. Je vous ai mis sur la bande de photos en haut quelques exemples de territoires qui sont dans un paysage humanisé. Les photos 1 et 3, ça a été pris à l'île Bizard et d'autres exemples de territoires qui pourraient se retrouver dans un paysage humanisé. Donc, les photos 2, 4 et 5. Je vous ai aussi ajouté une image satellite qui montre le territoire d'une autre aire protégée de catégorie 5. C'est ailleurs, c'est en Europe, mais ça donne une image d'un territoire qui est quand même passablement différent de celui de l'île Bizard pour montrer la grande flexibilité et la grande possibilité d'application de cette catégorie-là. Dans divers contextes. Sur cette photo satellitaire-là, on voit là, au centre, on voit des petites zones là, qui sont en gris, là, pas très foncées. C'est des zones habitées qui vont être entourées par du vert pâle qui sont des champs agricoles et ensuite le vert foncé des forêts. Donc, on va pouvoir appliquer ce statut-là tant dans une zone périurbaine comme l'île Bizard, que dans une zone là, plus agroforestière là, qui correspondrait à plusieurs régions du Québec. On pourrait utiliser le paysage, on peut utiliser le statut de paysage humanisé sur des terres privées ou des terres en grande partie privées. Ça pourrait comporter une portion là, de terres publiques terrestres. Ça va être un outil qui va être utilisé pour l'ensemble ou une partie d'un territoire municipal. C'est vraiment pas un statut pour agir à l'échelle du lot individuel. On va l'utiliser où on retrouve un mélange de milieux naturels et semi-naturels. Et ensuite, on peut même retrouver une certaine proportion d'habitation. C'est aussi un statut qui va permettre la protection sans nécessité d'acheter l'ensemble des lots qu'on veut protéger. Au niveau du réseau des aires protégées, c'est un statut qui va avoir un rôle complémentaire aux aires protégées plus strictes qui vont rester essentielles même dans le sud du Québec. Par exemple, les rôles qu'il peut jouer, c'est comme des rôles de connectivité écologique dans une zone fortement utilisée, comme je disais tout à l'heure, à l'île Bizard, ou servir de statut englobant autour de plusieurs petites aires protégées plus strictes. On pourrait l'utiliser comme zone tampon, c'est-à-dire en bordure autour d'une aire protégée plus stricte, et c'est un statut qui peut aussi servir à protéger des espèces
particulières qui seraient liées à l'activité humaine, par exemple les oiseaux champêtres. Vu ces particularités, le paysage humanisé, c'est ça qui va poser aussi certains défis. J'en ai choisi seulement deux, mais Sabine va en aborder plusieurs autres là, qui ont été vécus dans le cadre spécifique du paysage humanisé de l'île Bizard. J'aurais pu en mettre plus, là, mais j'ai choisi de me concentrer sur ces deux-là. Premièrement, le premier défi, c'est l'implication de la communauté. Comme c'est un projet de conservation en zone habitée, ça doit être fait avec la population et pour la population. C'est vraiment important de maintenir un bon lien de communication à long terme tout au long du projet. Puis on recommande vraiment de mettre en place dès le départ là, des mécanismes d'information, consultation et concertation. On a constaté avec l'expérience qu'en l'absence d'informations suffisantes, il va y avoir beaucoup plus de craintes chez les citoyens, comme par exemple la crainte d'être exproprié. Vu qu'on est dans un contexte de terre privée, ben c'est sûr que ce n'est pas les mêmes craintes qu'on va retrouver dans un contexte de terre publique. Donc, vraiment, l'information va devenir une clé là, pour le succès. On doit aussi bien communiquer avec la population sur les avantages de la protection des milieux naturels. Qu'est-ce que ça a concrètement comme effet pour eux de protéger la biodiversité? Des fois, c'est peu connu, puis des fois, c'est plutôt parce que les avantages sont pris pour acquis, parce que c'est fourni gratuitement par la nature. Donc, ça peut être un bon levier là, pour rendre concret la protection du territoire, là, vu qu'on est directement dans la cour des gens, si je peux dire. Et comme c'est un projet d'une communauté, ben c'est sûr que l'implication de la population ne doit pas se limiter à de l'information, comme je disais. Donc, on doit tenir compte des préoccupations de l'ensemble des acteurs locaux pour assurer une meilleure solidité à long terme du projet d'aire protégée. Le deuxième défi que j'ai choisi, c'est la flexibilité. Comme je mentionnais plus tôt, le paysage humanisé, ça correspond à la catégorie 5 de l'UICN. C'est la catégorie la plus flexible. Ça peut être à la fois un avantage et un défi. Un avantage car ça permet de faire une conciliation entre conservation et utilisation du territoire, donc de sortir toujours de l'opposition où on est soit en conservation, soit en utilisation. Mais ça va être nécessaire de trouver le point d'équilibre qui représente l'utilisation durable, puis qui va permettre d'assurer la conservation de la nature. Ce point d'équilibre-là, il n'y a pas des balises là, toutes faites là, pour l'établir. Souvent, ça va être au cas par cas, ce qui rend ça un petit peu plus difficile. Donc, ensuite, avoir plus de flexibilité, évidemment, ça va demander d'avoir un suivi plus régulier et plus intensif afin d'ajuster les pratiques aux besoins. Et le fait que les activités permises et interdites vont dépendre du contexte, vont être évaluées au cas par cas selon le milieu naturel qui est présent et qu'on a plusieurs objectifs différents dans un aire protégée de catégorie 5. Ça va faire que le statut de paysage humanisé, ça peut être un statut qui est plus difficile à comprendre qu'un statut qui va être strict. Donc, pour la première partie, ça va faire le tour pour moi. Je vais maintenant passer la parole à Sabine qui va vous présenter l'exemple concret de l'île Bizard. Je vais changer le présentateur. Tu me confirmeras, Sabine, que ça fonctionne bien. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en cours de chargement, ça ne devrait pas tarder. Voilà. À toi, Sabine.
Merci, donc merci Mélanie pour cette introduction. Donc maintenant, je vais vous parler du projet particulier du paysage humanisé de l'île Bizarre. Tout d'abord, vous avez à l'écran une petite carte de l'agglomération de Montréal, de l'archipel montréalais, et vous voyez pointé par la flèche l'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève. Donc le projet de paysage humanisé, il prend place sur la partie ouest de l'île Bizarre. On voit ici une photo oblique, donc on regarde, on est à peu près au milieu de l'île Bizarre et on regarde vers l'ouest, vers les lacs des Deux Montagnes, et on voit cette caractéristique particulière du territoire, ce paysage de bocage avec des champs ceinturés par des haies, et puis une alternance de milieux naturels, de milieux cultivés, de golf et milieux habités. Donc, je vais vous situer l'origine du projet, le projet en lui-même et puis les étapes qui ont été franchies, et puis on abordera quelques défis. L'origine du projet, ça remonte à 2004-2005. En 2004, la ville de Montréal a adopté une politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels qui visait à augmenter les superficies protégées. Et on avait identifié 10 écoterritoires dans lesquels il y avait des opportunités de protection de la biodiversité. Et on a tenu des consultations publiques dans les différents écoterritoires sur des plans concepts pour les écoterritoires. Et donc, en 2005, on a tenu une consultation publique à l'île Bizarre sur le plan concept de l'écoterritoire du corridor écoforestier de l'île Bizarre. Et là, les citoyens nous ont dit, on a notre parc nature du bois de l'île Bizarre qu'on aime beaucoup, c'est un bijou, il faut le protéger, il faut le mettre en valeur, il faut l'agrandir. Mais on a aussi la zone agricole permanente de l'ouest de l'île Bizarre. Et cette zone agricole, on s'inquiète de son avenir, il faut elle aussi la protéger et la mettre en valeur. Donc, on a rencontré un comité de citoyens, on a commencé à regarder le territoire et à voir ses nombreuses qualités en termes de mosaïque de milieux naturels et anthropiques. On voit ici à la fois des milieux humides, des forêts matures, des friches, des champs en culture, des zones habitées. Et donc, c'est cette proportion élevée de milieux naturels d'intérêt pour la conservation, la présence d'une riche biodiversité, on compte plus d'une vingtaine d'espèces fauniques et floristiques à statut précaire, plus de nombreuses occurrences à valider, ce paysage de bocage qui fait l'intérêt du territoire et aussi à une autre échelle le rôle de corridor écologique à l'échelle de l'ouest montréalais. On a regardé le territoire aussi, puis on a vu ses qualités patrimoniales et paysagères. Vous voyez quelques exemples ici, notamment un réseau de murets de pierre qui marque la trame patrimoniale de séparation des lots telle qu'elle était du début de la colonisation de l'île Bizarre. Les murets de pierre sèche, c'est quelque chose qui est reconnu comme patrimoine immatériel par l'UNESCO. On a une vingtaine de bâtiments et autres éléments patrimoniaux, une croix de chemin, une maison qui est citée. On a un site reconnu un site archéologique reconnu, puis des secteurs d'intérêt archéologique à la fois de présence autochtone et puis de présence euro-québécoise, des paysages remarquables sur les terres agricoles, le paysage de bocage, et puis ici on voit à l'écran des paysages à Pointe-Théoret, donc avec des vues sur la rivière des Prairies. Donc, faisant ces constats, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait nous permettre de protéger et mettre en valeur ce territoire unique à l'échelle de Montréal. Et le statut de paysage humanisé s'est avéré particulièrement adapté. Donc, en 2010, on a mis en place une table de concertation pour réfléchir avec différents groupes partenaires de comment est-ce qu'on pourrait protéger, mettre en valeur le territoire, mettre en application ce statut de paysage humanisé.
En 2014, on s'est dit on a besoin de savoir si on a l'appui de la population pour ce projet. On a organisé une rencontre publique. Au départ, on pensait une petite rencontre d'une cinquantaine de personnes et puis finalement on s'est rendu compte de l'intérêt des citoyens de l'île Bizarre pour ce projet. On a eu une rencontre où il y a eu 150 personnes, où il y a eu des craintes qui ont été exprimées, des oppositions, mais majoritairement on a senti l'appui de la population de l'île Bizarre envers ce projet. Et on a travaillé et finalisé notre dossier de demande de reconnaissance du paysage humanisé qui a été approuvé par les instances décisionnelles de la ville et transmis au ministère de l'Environnement en 2015. Le ministère de l'Environnement, en l'occurrence Mélanie, a étudié cet avis, ce dossier de demande de reconnaissance et on a eu une réponse du ministère qui nous disait votre projet est admissible pour être reconnu, pour recevoir cette désignation de paysage humanisé, mais il faut maintenant élaborer le plan de conservation. Donc, on a créé un comité aussi avec des partenaires locaux, des citoyens, d'autres partenaires gouvernementaux pour travailler sur ce plan de conservation avec le ministère de l'Environnement, évidemment. Donc, le ministère de l'Environnement a préparé le plan de conservation et on a tenu une consultation publique en 2020 sur un document d'information qui reprenait les grandes lignes du plan de conservation préparé par le ministère et la ville. Malheureusement, cette consultation en mars 2020 s'est tenue dans le contexte de la pandémie, donc on n'a pas eu les activités en personne comme on l'aurait souhaité, mais consultation qui a permis de confirmer l'appui au projet de paysage humanisé. Et à l'été 2021, il y a eu un décret et un arrêté ministériel confirmant l'octroi du statut de paysage humanisé projeté. Donc, en fait, en juin 2021, le gouvernement, par décret, a autorisé le ministre à octroyer le statut de paysage humanisé projeté. Il y a eu ensuite une consultation à la Gazette officielle du Québec pour 45 jours. Et suite à cette consultation, donc qui réitérait l'appui au paysage humanisé, il y a eu un arrêté ministériel le 2 septembre, une publication du plan de conservation à la Gazette officielle le 15 septembre et l'entrée en vigueur du statut le 30 septembre 2021. Et puis, comme le disait Véronique en introduction, la semaine dernière, le Conseil d'agglomération de Montréal a approuvé la signature d'une entente entre la ville et le ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre du paysage humanisé. Donc, cette entente, elle précise les responsabilités de la ville et du ministère, un certain nombre d'engagements, et puis elle nous donne finalement le go pour aller plus loin dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, le territoire du paysage humanisé, on parle de l'ouest de l'île Bizarre, majoritairement la zone agricole permanente et aussi des milieux naturels adjacents. Donc, on a une superficie de 1798 hectares, une population d'environ 700 habitants, on a plus de 400 propriétaires différents. Et finalement, qu'est-ce que c'est le projet de paysage humanisé? C'est un projet de communauté en harmonie avec la nature. Donc, on a 4 objectifs généraux qui sont précisés dans le plan de conservation du paysage humanisé. Avant tout, évidemment, préserver et mettre en valeur la biodiversité et les services écosystémiques qui sont associés. Préserver et améliorer la connectivité écologique. Donc, on l'a dit déjà, le territoire du paysage humanisé, c'est un maillon important dans la trame verte et bleue de l'Ouest montréalais. Avec le Grand Parc de l'Ouest, il vise à protéger les milieux naturels de l'Ouest montréalais et il s'inscrit aussi dans un réseau de territoires et d'aires protégées sur le pourtour du lac des Deux-Montagnes.
on a aussi une préoccupation d'améliorer puis de préserver la connectivité écologique au sein même du territoire du paysage humanisé, s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas de clôtures qui viennent nuire à la connectivité écologique ou d'autres problématiques. On souhaite conserver et mettre en valeur l'agriculture de bocage parce que c'est vraiment cette agriculture qui a permis la spécificité du territoire et sa biodiversité actuelle. Et puis, on souhaite aussi assurer une utilisation durable de la biodiversité et des ressources naturelles renouvelables, telles que prévues dans la définition du paysage humanisé et des aires protégées de catégorie 5. 4 orientations, objectifs particuliers et duquel découlent des actions. Donc des actions, je n'ai pas le temps de venir en détail là sur ces différents objectifs, mais c'est sûr qu'on veut pérenniser les activités agricoles, on se préoccupe de la biodiversité des sols, des pollinisateurs, avant tout protéger, connaître, mettre en valeur la biodiversité, que ce soit contrôler les espèces exotiques envahissantes ou autres projets de protection de la biodiversité. On veut connaître, protéger, mettre en valeur et faire connaître les patrimoines naturels et culturels. Vous citez notamment l'exemple des murets de pierre qui sont peu visibles sur le territoire et qu'on souhaiterait mettre en valeur. Et puis aussi développer quelques activités récréotouristiques et éducatives durables qui permettent aux gens de s'approprier le territoire, de mieux le connaître et puis de pouvoir en bénéficier de ce contact avec la nature. La mise en œuvre du paysage humanisé, elle s'appuie bien sûr sur le plan de conservation du paysage humanisé projeté qui inclut un régime d'activité, donc qui précise notamment l'interdiction d'activités industrielles. Il y a un encadrement spécifique pour le territoire aquatique qui est du domaine hydrique de l'État. Et puis sur le territoire terrestre, c'est la réglementation municipale qui s'applique. Donc là, on a essayé au mieux d'utiliser les outils que nous permet la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour s'assurer des maintiens des qualités du territoire, le maintien des haies qui forment le paysage de bocage, appliquer notre réglementation sur les pesticides. Et puis, on mise aussi beaucoup sur des initiatives volontaires de conservation de la biodiversité, puisque, à nouveau, on a plus de 400 propriétaires et donc il faut que chacun participe à ce projet. Je le disais, la semaine dernière a été approuvée par le Conseil d'agglomération de Montréal une entente entre la ville et le ministère de l'Environnement qui précise les responsabilités des parties prenantes et les prochaines étapes, que ce soit sur le plan de l'information, la concertation et la coordination, enfin d'assurer la participation citoyenne. On travaille aussi sur nos suivis des objectifs de conservation de la biodiversité et d'état des milieux naturels, la réduction de la quantité de pesticides utilisés et puis de leurs impacts, et puis aussi l'inscription au registre des aires protégées et bien sûr la poursuite des démarches vers le statut permanent pour 25 ans minimum, puisqu'actuellement on est dans un statut provisoire projeté pour le territoire. Quelques défis liés au territoire et à ses acteurs. Évidemment, au début du projet, on a fait face à des divergences de vision avec des personnes qui espéraient un dézonage et donc des possibilités de construction résidentielle. Des défis aussi parce que c'est difficile de comprendre ce que c'est un paysage humanisé, qu'est-ce que ça va changer. Donc, il y a eu quelques oppositions et inquiétudes par rapport à des gens qui avaient peur d'être expropriés, ce qui n'est pas du tout l'intention, ou des inquiétudes par rapport à la perte de valeur des propriétés. Aussi, je disais, on a commencé en 2005, donc longueur du processus qui a entraîné une certaine démobilisation aussi de citoyens qui étaient engagés dans le projet. Et puis le fait qu'on ait tenu les consultations publiques en ligne, ça n'a pas aidé non plus à mobiliser les citoyens. Donc pour la suite, la participation citoyenne est vraiment très importante.
Aussi des divergences de vision quand on veut favoriser l'agriculture, mais protéger avant tout la biodiversité. Enfin, le plan de conservation met clairement en évidence la priorisation de la conservation en cas d'incompatibilité entre différentes activités. Donc, ce qui fait du sens, évidemment, pour une aire protégée. Quelques défis liés au statut de protection. Comme il n'y avait pas de précédent, on a dû défricher. C'est une première catégorie 5 au Québec. Donc, pour le ministère de l'Environnement aussi, c'était des défis de fixer des balises par rapport à ce projet. Mais on a eu beaucoup d'échanges avec le ministère de l'Environnement qui a permis d'aboutir à ce statut projeté. Enfin, on s'est inscrit dans le contexte de modification de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, qui a permis de faire avancer le projet, je pense, mais c'est des défis aussi, puisque finalement, il y a certains aspects de notre projet qui réfèrent à l'ancienne loi, et alors que maintenant, la nouvelle loi est en vigueur. La mise en œuvre du projet, les clés de la réussite, ça va être l'appropriation citoyenne et l'implication. La mise en œuvre de projets concrets, on a un projet d'aménagement d'un sentier sur l'emprise du ministère, une emprise du ministère des Transports qui occupe une partie du territoire. Un des défis, c'est le maintien des caractéristiques d'une aire protégée et avant tout de s'assurer de maintenir minimum 75% du territoire à prédominance naturelle ou agricole, et puis la poursuite des démarches vers le statut permanent pour 25 ans minimum. Donc, au final, le paysage humanisé d'Île Bizarre, une première au Québec. On espère que ça sera un exemple pour d'autres communautés. Un long processus, mais en aménagement du territoire, c'est souvent long. Donc, on est à la fois un aboutissement aujourd'hui, mais un nouveau départ pour la mise en œuvre du projet. Et j'espère bien, c'est ça, que ça va permettre de favoriser d'autres projets ailleurs au Québec. Alors, merci pour votre attention et je retransmets la parole à Mélanie. Merci, Sabine. Mélanie, tu termines? Oui, c'est supposé de fonctionner. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on te suit. Parfait. Tu me diras si cette fois-là, ça progresse ou non. On va le voir tout de suite. Je vais vous décrire les étapes maintenant qui sont nécessaires à franchir pour obtenir la reconnaissance d'un paysage humanisé. Maintenant, c'est une démarche qui est quand même différente de ce qui a été utilisé pour créer le projet de paysage humanisé de l'Île Bizarre. Donc, ça vaut la peine de faire le tour de tout ça si jamais il y a des personnes à l'écoute qui, après la présentation de Sabine, seraient bien intéressées à utiliser ce statut-là. Donc, ça semble vouloir changer de votre côté. Oui. Donc, l'an dernier, on a modifié notre loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il y a plusieurs changements qui ont été apportés à la démarche paysage humanisé. Je vous en ai souligné quelques-uns que je trouvais quand même assez importants. On a premièrement une démarche qui a été simplifiée. Sabine faisait état d'une très longue démarche. On était au courant de ça. Donc, on a voulu raccourcir le tout. On passait auparavant par un décret ministériel, donc une décision du gouvernement, et c'est seulement ensuite que le ministre pouvait octroyer un paysage humanisé. Avec la nouvelle démarche, on passe directement à la décision du ministre, donc ça devrait vraiment réduire le temps nécessaire à une reconnaissance. On a maintenant un encadrement qui est basé sur la réglementation municipale. Contrairement à avant où on avait et le plan de conservation qui avait une portée réglementaire et la réglementation municipale. Donc là, on rapatrie le tout sous le chapeau des municipalités dans l'objectif de simplifier encore et d'avoir plus de flexibilité pour s'adapter parce que
adapter et changer un régime d'activité géré par le gouvernement, là, c'est quand même moins facile que changer un régime d'activité municipale. Puis le troisième élément que je voulais vous souligner, c'est qu'on a maintenant une obligation légale de faire un suivi aux 5 ans de l'atteinte des objectifs de conservation basés sur des cibles et indicateurs. Comme le paysage humanisé, c'est un statut qui va permettre énormément d'activités pour s'assurer qu'on a un respect du plan de conservation à long terme et qu'on reste dans le cadre d'une aire protégée. Ben, on trouvait que cet élément était vraiment essentiel. Je vais passer là, rapidement, je vois que le temps file quand même. Je vais passer au travers des étapes de création de paysages humanisés. Tout ça est bien répertorié là, dans la nouvelle LCPN aux articles 65.2 à 65.7. Donc, premièrement, pour avoir un paysage humanisé, on a besoin d'une initiative locale. Ce n'est pas le gouvernement qui va aller initier un projet de paysage humanisé sur un territoire. Ce projet-là peut être proposé par des groupes de citoyens, des organismes de conservation, mais dans tous les cas, le porteur officiel, ça va devoir être les MRC ou les municipalités. On peut avoir des communautés autochtones qui sont partenaires d'un projet de paysage humanisé aussi, surtout si le territoire comprend des portions de terres publiques. Donc, c'est les autorités municipales qui vont préparer une demande de reconnaissance et qui vont devoir réaliser une consultation publique. Dans cette demande de reconnaissance-là, on va inscrire plusieurs informations, là, dont la description de la biodiversité et des caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères qui permettraient au territoire de se qualifier comme paysage humanisé. On veut aussi connaître les utilisations actuelles et envisagées du territoire pour voir si tout ça est compatible avec la protection de la nature. On demande aussi de préciser les enjeux qui sont liés à la reconnaissance du paysage humanisé. Je vais vous expliquer, c'est que même si globalement un territoire peut être super intéressant pour être reconnu comme paysage humanisé et comme aire protégée de catégorie 5, c'est presque dans tous les cas qu'on risque d'avoir certains usages qui sont soit incompatibles ou soit non durables. Donc, c'est bien de les connaître au départ, les activités incompatibles, par exemple l'activité minière, des grandes infrastructures comme des infrastructures autoroutières ou des activités industrielles, ben, ces éléments-là, on va les exclure. Et dans le cas des activités qui seraient non durables là, au moment là, de la présentation du dossier, bien, on va viser là, une démarche d'amélioration vers des pratiques exemplaires. On précise les objectifs de conservation, évidemment. La loi demande qu'il y ait une consultation publique qui soit faite et que la demande de reconnaissance présente le sommaire et les résultats détaillés de cette consultation, en incluant les oppositions. J'ai mis un élément en gras qui est encadrement réglementaire. Ce n'est pas mentionné directement dans la loi, sauf que je préférais le mettre là parce que c'est une information qu'on va demander à un moment ou un autre pour juger de l'admissibilité du projet. Donc, on a besoin de connaître quel encadrement réglementaire s'applique actuellement sur le territoire pour voir qu'est-ce qui protège déjà la biodiversité puis qu'est-ce qui va devoir être bonifié. Et on recommande aussi aux demandeurs de nous contacter là, avant de rédiger une demande de reconnaissance, juste pour qu'on puisse les accompagner là, s'ils ont besoin, mais aussi pour s'assurer que dès le départ, on cadre là, dans le concept d'aire protégée et de paysage humanisé. Ça va permettre de sauver du temps. Quelques balises là, pour la consultation. Rien de bien compliqué. On va vouloir utiliser les processus municipaux qui sont existants. Les municipalités MRC, là, ils ont bien de l'expérience là-dedans, fait qu'on ne voyait pas la nécessité de tout réinventer et de créer des nouvelles façons de faire. On va par contre s'assurer de bien rejoindre la population pour avoir un maximum de participation et de vraiment avoir l'avis de la communauté.
On va vouloir que ça soit fait sur la base d'un document écrit, pas juste une présentation, là, un PowerPoint ou un élément verbal. Là. Fait que ça pourrait être soit sur une première version d'une demande de reconnaissance ou sur un document d'information de synthèse. Et c'est un élément que Sabine a abordé là, tout à l'heure, c'est qu'on recommande aussi d'avoir des séances d'information en personne pour pouvoir répondre directement là, aux questions des citoyens. Ça peut être très facilitant. Et le ministère, on peut participer à ces séances d'information-là. Ça va nous faire plaisir. Et évidemment, même si l'exigence légale, qu'est-ce qui est demandé dans la loi, c'est une seule consultation publique, on trouve que c'est une exigence minimale, là, puis on recommande plutôt là, de mettre en place une démarche d'implication citoyenne dès le départ. Ça va aider à ce que le projet soit construit avec la population. Si la population est majoritairement en faveur du projet, la demande peut être déposée au ministère. Nous, on va l'analyser puis on va faire d'autres consultations. On va consulter les communautés autochtones qui pourraient être concernées. C'est une obligation légale du gouvernement. On va consulter aussi les organismes gouvernementaux et ministères qui pourraient être concernés par cette reconnaissance-là. Par exemple, dans le cas de l'île Bizarre, on a consulté le ministère de l'Agriculture, des Forêts, le ministère des Ressources naturelles, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Culture et le ministère des Transports. Simultanément à la réalisation là, de ces consultations avec le ministère, on va évaluer l'admissibilité du projet. Ça va se faire selon plusieurs critères. D'abord, regarder si ça correspond à la définition d'un paysage humanisé, ce que je vous ai présenté tantôt, si ça correspond à une aire protégée aussi, entre autres, si l'objectif principal est bien la conservation de la nature, même si dans un paysage humanisé, on peut avoir une multitude d'autres objectifs. Il doit toujours avoir une priorité à la conservation de la nature en cas de conflit. On va regarder l'intérêt de conservation du territoire, si les utilisations sont compatibles. C'est pour faire en lien là, avec ce que je vous décrivais tout à l'heure pour les enjeux. Et on va regarder si le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme et la réglementation locale permettent la conservation des éléments d'intérêt du territoire. On va finalement s'assurer qu'on a un appui majoritaire de la population et vérifier ce qui est prévu comme démarche d'implication des citoyens pour la suite. Cet avis d'admissibilité-là va être renvoyé aux demandeurs, les MRC et municipalités, qui vont pouvoir rédiger le plan de conservation en suivant les recommandations que l'avis va contenir. Le plan de conservation va ressembler, là, grosso modo, à la demande de reconnaissance. Ça va être sensiblement le même contenu, sauf qu'il va y avoir quelques précisions supplémentaires, entre autres la durée de protection qui va avoir été sélectionnée. On peut aller de la perpétuité jusqu'à un minimum de 25 ans, mais je voulais quand même préciser qu'une durée fixe, ce n'est pas admissible pour une aire protégée. On va demander là, que dans tous les cas, ça soit une entente renouvelable automatiquement pour démontrer une intention là, à long terme. On va ajouter les objectifs de conservation, les mesures de conservation qui vont avoir été sélectionnées, nos cibles, nos indicateurs et le rôle et responsabilités de chacun des demandeurs. Pour le paysage humanisé de l'île Bizarre, on va nous rédiger le plan de conservation en collaboration avec la Ville de Montréal. C'est vraiment ce qu'on recommande aussi là, pour les autres territoires. Ça va faciliter les choses, encore une fois, puis surtout qu'on doit approuver le plan de conservation avant la reconnaissance. Donc, s'il y a eu beaucoup de changements entre le contenu de la demande de reconnaissance et la version de plan de conservation, on pourrait aussi avoir une nouvelle consultation publique à réaliser là, pour être sûr que tout ça répond bien aux besoins de la population. Et ensuite, le plan va être approuvé. Le ministre va pouvoir ensuite reconnaître le paysage humanisé par un avis à la Gazette officielle. Le plan de conservation va être rendu public sur le site de notre ministère.
et on va envoyer un avis à tous ceux qui sont concernés, incluant aux différents ministères pour qu'ils puissent tenir compte des objectifs du plan de conservation dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple, lors de la délivrance d'autorisation. Suite à la reconnaissance, c'est pas tout à fait fini. Sabine vous en a parlé. On demande un engagement à long terme envers le plan de conservation, la signature d'une entente là, pour faire un partenariat entre les demandeurs et notre ministère. C'est nécessaire pour l'inscription au registre des aires protégées. En gros, ce que ça peut contenir, c'est certaines balises là, qui seraient nécessaires à respecter pour rester une aire protégée ou un paysage humanisé et certaines actions qui seraient à prévoir là, si tout n'aurait pas été réglé au moment de la reconnaissance. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, les municipalités MRC vont rendre conforme le schéma d'aménagement et la réglementation locale avec le plan de conservation. Et ensuite, on peut procéder à la mise en œuvre du paysage humanisé et aussi au suivi de l'atteinte des objectifs de conservation à tous les 5 ans. Ce suivi-là qui a comme but de vérifier si nos mesures de protection et d'utilisation durable sont bien efficaces et de réajuster le tout aux besoins. Je vais finir ici pour laisser de la place aux questions. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je suppose, Mélanie, que toute la poutine d'application, etc., fera partie d'un document ou même peut-être d'une page web sur le site du ministère éventuellement pour décrire les différentes étapes. La procédure est quand même bien décrite là, dans la loi. Là, tout est rassemblé dans un chapitre, ce qui n'était pas le cas avant. Ça facilite les choses, mais oui, on va écrire là, un document, là, des lignes directrices là, bientôt pour venir clarifier tout ça. Super. Je rappelle, merci beaucoup, Mélanie Gaudreault, responsable du développement du statut du paysage humanisé à la direction des aires protégées du MLCC, et Sabine Coursier, merci. Sabine, conseillère en aménagement au service des grands parcs du Mont-Royal, des sports de la Ville de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres pour cette présentation. À tous les participants, je vous invite à rester en ligne puisqu'on va passer à une période de questions. Il y avait quelques-unes qui avaient été écrites dans la boîte de chat. Vous pouvez toujours profiter du moment que je les pose pour pouvoir en écrire d'autres si vous en avez à la tête. Je vais poser une première question de M. Bourgeois. Peut-on poursuivre des démarches de désignation d'autres aires protégées, réserves naturelles, etc. à l'intérieur même d'un paysage humanisé? Est-ce que les deux sont compatibles? Oui, absolument. On peut avoir des sections d'un paysage humanisé qui vont être protégées de manière plus stricte. Puis de toute façon, c'est pratiquement un standard quand on regarde les aires protégées de catégorie 5 partout dans le monde. C'est des aires protégées, comme je disais, qui vont servir, qui vont avoir des rôles de connectivité, de zone tampon, de statut englobant. Fait qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité à ajouter des petites aires plus strictes à l'intérieur d'un paysage humanisé. Super, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que, de Mme Guilbeault, est-ce que l'entente ville-gouvernement est un document qui est rendu public, Sabine? Je pense pas qu'il soit public. Vous pourriez faire une demande d'accès à l'information. Merci. Madame Guillermont, bonjour. Il est étonnant qu'un tel environnement ait été préservé jusqu'à présent. Bonne réflexion. De quelle protection bénéficiait-il avant d'obtenir la protection en tant que paysage humanisé? Est-ce qu'il y avait des démarches qui avaient été faites localement pour préserver certains milieux naturels ou corridors ou de façon naturelle, puisque l'agriculture fait en sorte que souvent des lisières restent boisées, ça fait en sorte que ça s'est créé un paysage ayant un apport positif pour la conservation? Oui, ben en fait, dans le cas de l'île Bizarre, la majeure partie du territoire terrestre est en zone agricole permanente, ce qui a permis de le protéger. Et puis aussi, on a des portions du territoire qui sont en parc nature, donc des propriétés municipales vouées à la conservation.
Mais donc, l'idée du paysage humanisé, c'était au-dessus de cette protection par la zone agricole permanente, c'était aussi de rajouter une couche de protection sur la biodiversité. Puis on a un territoire qui est beaucoup aussi sur les rives en zone inondable, donc avec le renforcement des dispositions sur la protection des zones inondables, ça permet aussi de limiter les nouvelles constructions. Merci, Saline. Toujours la question qui tue. Est-ce que l'entente permet un financement pour la réalisation de la mise en œuvre? Ah, merci. Merci pour la question. Donc, on a adressé une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre du projet et on attend des nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires autres que la Ville de Montréal qui se sont joints à vous? Actuellement, non, mais c'est sûr qu'un des objectifs, c'est de développer des partenariats pour la mise en œuvre du projet. Et puis, on pense éventuellement avoir une entente de partenariat avec un organisme à but non lucratif qui puisse contribuer à l'animation, la gestion du territoire et aussi permettre de mobiliser d'autres sources de financement pour ce projet. Parfait. C'est ça, je voudrais juste rajouter, si tu me permets, que c'est sûr que de notre côté, on a l'intention d'appuyer la création des paysages humanisés, là, puis cet appui-là peut être un appui financier. C'est sûr que là, on est à la dernière année là, de nos budgets là, qui sont alloués, là, mais on avait de l'argent qui était disponible et on espère en avoir d'autres qui sera disponible là, pour les années futures. Parce que j'espère que ce projet va faire des bébés aussi. Je ne sais pas s'il y a un scoop, est-ce qu'il y a d'autres MRC ou d'autres municipalités qui vous ont déjà contacté? Bien, c'est sûr que je ne pourrais pas mentionner de territoire en particulier, ça reste des discussions internes, mais depuis la création du paysage humanisé projeté de l'île Bizarre, on a eu beaucoup plus de demandes d'informations. Il y a des projets là, qui pourraient se concrétiser là, ou démarrer bientôt là, le processus officiel. Là. Félicitations. Un commentaire de M. Veillette, je vais essayer de le résumer rapidement. Bon, il y a moyen de faire l'utilisation du territoire et de le reconnaître avec une compatibilité pour la conservation. Est-ce que les territoires qui sont sujets à des coupes totales, par exemple, pourraient un jour avoir le statut d'aire protégée? C'est un exemple qu'il donnait. Comment est tracée la ligne dans le cas d'un paysage humanisé? Est-ce qu'on va limiter, par exemple, les grandes cultures? Est-ce qu'on va limiter certaines pratiques, usage de pesticides, etc., par de la réglementation? Bien, c'est sûr qu'à la base, pour être une aire protégée, il y a certaines activités qui sont incompatibles. Donc, tout ce qui est, si je peux dire, activité industrielle, là, je sais que c'est un terme quand même un petit peu difficile à saisir, mais agriculture industrielle, foresterie industrielle, c'est pas des activités qu'on va vouloir dans une aire protégée. Ça, c'est certain. Ça va être en général des activités qui vont être au bénéfice des habitants, de la communauté. Côté foresterie, oui, il peut en avoir, ça c'est certain. Puis c'est de l'agriculture aussi. Là, on le voit avec le cas de l'île Bizarre. C'est le cas aussi dans la majorité des aires protégées de catégorie 5, mais il y a toujours des mesures qui viennent faire que ces activités-là vont rester bénéfiques pour la biodiversité. Donc, des coupes totales, des grands territoires aménagés par une compagnie forestière, ça n'aurait pas vraiment sa place dans un paysage humanisé. Donc, les pratiques. Oui, Sabine? Oui, j'ajouterais le défi, c'est d'être, voilà, l'idée de ne pas vouloir figer le territoire et de trouver des compromis pour maintenir ces activités, mais à certaines conditions. Puis comme on est en terre privée aussi, bon, ben, on n'a pas une totale marge de manœuvre. Voilà. Donc, c'est toujours de trouver un compromis. Dans le cas de l'île Bizarre, la question s'est posée par rapport à des développements résidentiels. Puis, on s'est dit, bon, ben, des développements qui ont déjà des droits acquis, on va aller de l'avant, mais pas des nouveaux développements et puis pas des projets, surtout de lotissement. Merci.
On a une question de M. Jobin qui va un peu dans le même sens, là. Qu'arrive-t-il si un irréductible gaulois persiste à cultiver du maïs avec intrants chimiques, par exemple, dans un territoire désigné comme un paysage humanisé? Est-ce qu'il y a des contraintes, de la sensibilisation, on laisse faire? Moi, ma question qui est un peu en lien avec ça aussi, c'est est-ce que, par exemple, vous allez remettre des cahiers du propriétaire à tous les propriétaires selon leurs activités pour les aligner vers de bonnes pratiques et des recommandations? Ben, Sabine, tu pourras peut-être compléter là, vu qu'il y a de la aussi dans le paysage humanisé projeté de l'île Bizarre, mais l'objectif, c'est pas de reconnaître un territoire. Ben, je vais le prendre d'une autre façon. C'est que globalement, un territoire doit être intéressant du point de vue de la protection de la nature, de la biodiversité. C'est sûr qu'il peut y avoir certaines activités dans ce territoire-là qui ne soient pas au temps zéro tout à fait conformes. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer avec le temps ces pratiques-là, d'initier une démarche d'amélioration continue vers des pratiques exemplaires. C'est sûr que ça ne se fera pas d'un coup, ça va nécessiter du soutien puis de l'accompagnement. Puis dans le cas des pratiques agricoles, là, on peut compter sur le soutien du MAPAC, entre autres, là, pour améliorer ça. On est en discussion avec eux. Fait que ça va se faire de manière graduelle. Mais je voulais préciser qu'au départ, on ne prendra pas des territoires qui sont à améliorer à 75%. Il faut qu'il y ait une bonne base, là. Oui, comme dit Mélanie, on est beaucoup dans l'accompagnement et tu citais Véronique, les cahiers du propriétaire, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait mettre en place à l'île Bizarre qui serait parfaitement adapté justement pour accompagner certains propriétaires à changer leurs pratiques. Maintenant, les choses sont pas simples. Si on prend l'exemple de l'agriculture, à l'île Bizarre, on le voit, il y a des petits producteurs agricoles bio, il faut développer des serres, on a toutes sortes de structures d'équipement. Alors, et puis on a un producteur qui a des activités plus traditionnelles, mais ça forme des beaux paysages. Alors les choses sont pas simples, mais ce qui est sûr, c'est que le message, on est dans une démarche d'amélioration. On a des golfs aussi à l'île Bizarre et donc là aussi, il y a des défis importants par rapport aux pesticides. Mais il y a un nouveau règlement sur les pesticides qui est entré en vigueur en début d'année 2022 là, qui va permettre de favoriser l'amélioration des pratiques. Parce que justement, il y a eu cette réflexion de soustraire le golfe du périmètre ou vous l'avez inclus à ce moment-ci, donc vous y voyez un certain apport de biodiversité bénéfique. Oui, il n'a pas été question de soustraire le golfe, mais il est considéré comme des activités anthropiques. Et puis c'est important, les golfs ont des qualités paysagères, apportent aussi une certaine biodiversité et puis constituent pas des barrières dans le territoire. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi à différents scénarios de limites territoriales, mais c'est important pour nous d'avoir un territoire d'une certaine ampleur et puis qui soit suffisamment vaste pour faire un projet intéressant aussi. Et puis on sait, les golfs, il y a des pratiques qui évoluent, alors ça peut laisser aussi d'autres perspectives. L'affectation du territoire au schéma est agricole, donc s'il y a des évolutions dans certaines activités des golfs, ça laisse aussi des opportunités pour d'autres projets. Comme on dit tout le temps, on va le vivre, puis c'est certainement qu'il y a peut-être certains comportements ou valeurs qui vont changer de certains propriétaires à l'intérieur même du paysage humanisé de l'île Bizarre pour aller vers peut-être des démarches plus vertes. Je vous souhaite. Félicitations encore, merci de votre belle générosité. Il n'y avait pas d'autres questions de nos participants. Donc, je vous rappelle que la séance est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés en fin d'après-midi. Vous devriez recevoir un lien aussi pour pouvoir aller la visionner ou la partager avec vos collègues et amis, ainsi que la présentation PowerPoint en PDF. S'il y a d'autres questions qui subviennent, il me fera plaisir de les transférer à Mélanie Gaudreau et à Sabine Soucier.
Et puis, sinon, ben, tout le monde, je vous remercie d'avoir passé un moment ce midi avec nous. Je vous invite aussi à nous envoyer à info@rmnat.org si vous avez des suggestions de sujets de présentation ou de présentateurs. Vous avez participé à un projet que vous aimeriez présenter dans le cadre des midis conservation. Je vous invite à les partager avec nous pour les annoncer aux prochaines horaires printanières et estivales du RMN. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.